Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast La diminution des droits des femmes dans le monde, un enjeu à surveiller. Aujourd'hui, comme discuté plus tôt, nous allons parler des États-Unis. Avant d'élaborer sur l'histoire, je voulais juste faire un petit disclaimer pour nos auditeurs d'aujourd'hui. Le premier, je voulais mentionner avant que les droits des femmes aux États-Unis, c'est comme interrelié avec le racisme, mais pour des questions de temps, puis aussi le but de notre podcast, c'est vraiment de parler du droit des femmes et pas de la race, parce que sinon ça deviendrait un podcast très long et très lourd à écouter, pas parce que le sujet est lourd, mais lourd en termes de quantité d'informations. On a décidé de rester sur le droit des femmes. Aussi, je trouvais ça important de mentionner que ce podcast-là, aujourd'hui, il faut garder en tête, puis tout au long de notre podcast, il va falloir garder en tête qu'il y a certains concepts qui sont un peu comme implicites, comme par exemple la loterie de la naissance, que c'est quelque chose qu'il faut comme garder en compte tout au long de nos 3 autres épisodes, que les femmes qui sont qu'on parle dans nos podcasts, elles sont automatiquement affectées par la loterie de la naissance, dû au fait qu'elles sont nées à quelque part qu'elles n'ont pas choisi, puis qu'elles ont, entre guillemets, perdu à la loterie de la naissance. Et donc, je peux maintenant commencer mon podcast sur les États-Unis. Et en premier, je vais commencer par une petite introduction avec un article que j'ai lu par une autrice qui s'appelle Linda Kerber. Et oui, donc en lisant son article « Une histoire des droits humains » par Linda Kerber, elle a vraiment mis de l'avant comment que l'enjeu des droits des femmes, de plus en plus qu'on avance dans notre histoire, de plus en plus qu'on voit ça comme une cause plus égoïste. Et donc, les femmes qui se battent pour leurs droits, maintenant, elles mettent ça dans la case de droits humains. Puis c'est ça, donc ça porte l'idée d'égoïsme. Puis je trouvais ça important de mentionner ça au début de notre podcast parce que je trouve que ça montre la pertinence de notre projet, de montrer que c'est vraiment un enjeu, oui, de droits humains. Puis ça serait faux de dire que ça fait pas partie des droits humains, mais que la lutte pour les droits des femmes est vraiment pertinente et importante à garder en tête, puis qu'il faut pas mettre ça dans le même bateau que tout, que le droit des femmes a sa place à être défendu sur la place publique pour que les femmes aient leurs droits. Et donc maintenant, je peux entamer la deuxième partie de notre podcast aujourd'hui, qui est l'histoire des femmes aux États-Unis. Je l'ai séparée en trois lois majeures, si je peux dire, qui affectaient les femmes. Et la première, c'est la couverture, ça dépend comment on préfère le dire. Mais cette loi-là, elle provient du Royaume-Uni, parce que quand les États-Unis se sont créés, leur métropole, c'était le Royaume-Uni, donc leur loi, nécessairement, venait de là. Puis la couverture, c'est quoi? C'est une loi qui veut que les femmes, elles soient soumises à leur mari, puis elles sont vues comme des enfants aux yeux de la loi. Donc, elles sont un peu comme sous la tutelle, sous l'identité civique de leur mari. Ça fait que elles comptent un peu comme un plus one pour leur mari. C'est comme une extension de lui-même. Ces lois-là, ils empêchaient les femmes de prendre leurs propres décisions sur leur vie, même sur leurs enfants. Cette loi-là, elle était à la base sous prétexte que les femmes, il y avait moins de capacité que les hommes, qu'elles avaient besoin des hommes pour vivre, qu'il fallait qu'elles soient comme sheltered par un homme. Donc, ça a commencé honnêtement, des préjugés qui sont là depuis la nuit des temps. Ce système-là, on peut se demander comment est-ce que certaines femmes en auraient pu accepter de se faire traiter comme un peu une extension, puis pas nécessairement une personne en tant que telle. Mais dans ce système-là, obviously, les hommes bénéficiaient beaucoup de ce système-là parce que ça leur permettait de tout décider, mais aussi, beaucoup de femmes se faisaient bien traiter dans ce système-là, puis se sentaient bien. Et donc, nécessairement, elles voulaient pas quitter le confort qu'elles avaient depuis qu'elles étaient nées. Donc, ce système-là, il a pu comme perdurer. Mais durant le 20e siècle, il y a plusieurs lois discriminatoires qui ont été changées aux États-Unis, comme la loi Baron et Femme, qui voulait que le mari avait littéralement tous les droits sur sa femme, puis ça créait vraiment... C'était comme la couverture, mais à un autre niveau, que l'homme, il avait même le pouvoir sur le corps de la femme, les finances, plein de choses. Le droit de vote était interdit aux femmes parce qu'on pensait que c'était l'extension de son mari, puis que si elle allait voter, c'était vraiment juste le mari qui votait une deuxième fois parce que les femmes pouvaient vraiment pas penser pour elles-mêmes. Puis toutes ces règles-là étaient justifiées pour le fait que les femmes étaient trop sensibles et qu'elles seraient même un danger public. Puis c'est pour ça que laisser les hommes prendre des décisions, ça serait plus rationnel. Et donc, honnêtement, toute la lutte des femmes, ça vient beaucoup avec le fait que les femmes sont plus émotionnelles, les hommes sont plus rationnels, puis surtout dans cette partie-là de l'histoire des États-Unis, les femmes sont vraiment vues comme plus émotionnelles. Ensuite,
Dans notre deuxième partie, maintenant, on va entamer le droit du vote et le 19e amendement. Ça ici, donc le 19e amendement, c'est pour le droit de vote. Et lors des années 20, plus précisément le 18 août 1920, les femmes obtiennent le droit de vote avec le 19e amendement, mais ça ne veut pas dire que c'est mis à exécution. Parce que depuis le 19e siècle, les femmes se battent pour le retrait des lois discriminatoires, comme la couverture, qui est parlé auparavant. Mais elles se battent pendant plusieurs années, mais la guerre de sécession les bloque de pouvoir avancer parce que ça met un frein, parce que c'était vraiment une très grande guerre aux États-Unis. Puis ça met un frein, mais à la suite de la guerre de sécession, on crée le 14e et le 15e amendement. Puis ça porte vraiment l'idée des avancées des droits humains aux États-Unis. On veut vraiment l'égalité des races, mais les femmes en font toujours pas partie. Puis ces lois, elles sont écrites seulement par des hommes propriétaires, puis elles restent discriminatoires. Toutes les femmes blanches, noires ou même des hommes noirs sont discriminés, donc on sent qu'on avance un peu, mais pas autant qu'on le pensait. Puis ici, les hommes blancs propriétaires, ils sont mis comme une norme avec leur religion, leurs biens, la couleur de leur peau. Et ils acceptent, entre guillemets, les amendements comme le 14 et le 15e pour un peu ramener la paix, mais il y en a beaucoup qui le détournent par valeurs plus conservatrices et arriérées. Puis dans ces années-là, l'intersectionnalité, qui n'était pas encore un mot défini, mais avec du recul, c'en était clairement, par définition. Les systèmes d'oppression sont co-constitués, se renforcent les uns les autres et s'imbriquent. Ce qui veut dire que nos identités sont toujours situées à l'intersection de différents systèmes, qu'on soit privilégié ou opprimé par ceux-ci. Cette situation-là vient de mes notes de cours de Béatrice Chateauvert-Gagnon de 2023. Et donc, avec cette situation-là, qu'est-ce que j'essaie d'évoquer, c'est que dans le cas des États-Unis pour le droit de vote, c'est que non seulement les femmes, dans ce moment de l'histoire, étaient opprimées parce qu'elles étaient des femmes, mais ensuite parce qu'elles étaient noires, mais ensuite par les institutions comme le gouvernement, comme les chambres d'assemblée qui empêchaient les femmes de faire partie de la politique. Et donc, c'est juste l'intersectionnalité que toutes ces choses-là s'imbriquent, puis que s'émanciper de tout ce système-là, c'était vraiment un défi pour les femmes. Puis donc, c'est avec cette intersectionnalité-là que les femmes, elles vivent quotidiennement, puis elles cherchent à s'en détacher tranquillement. Puis l'acquisition du droit de vote s'est alors faite tranquillement, en commençant par l'État du Montana, avec la première femme élue à la Chambre des représentants, Janet Rankin. Puis les femmes vont continuer leur lutte, qui est vraiment pas terminée à ce moment-là de l'histoire, avec du lobbying, des manifestations, des publicités dans les journaux, vraiment pour manifester leur façon de penser. Pour la troisième partie de l'histoire des femmes, on va parler des droits reproductifs et de le cas de justice Roe v. Wade. Donc, comme dans une majorité des pays à ce moment-là dans l'histoire, ce qui veut dire au 20e siècle, l'avortement était encore très illégal et très mal vu. Mais aux États-Unis, pendant les années 70, il y avait un grand mouvement de libération du corps des femmes et de révolution sociale. Donc, il y a plusieurs femmes, plusieurs mouvements qui voulaient la légalisation de l'avortement. Puis, c'est dans ce contexte-là que Jane Roe vit, ou on peut l'appeler aussi Norma McCorvey, ça dépend de qu'est-ce qu'on préfère, mais Jane Roe va être le nom qu'elle va utiliser lors de son procès. C'est une femme qui tombe enceinte puis qui veut se faire avorter, mais vu qu'elle vit au Texas, qui est un État extrêmement conservateur, elle se le fait refuser. Puis elle décide d'aller en cours pour ses droits constitutionnels parce qu'elle veut avoir droit de choisir ses propres décisions pour son corps. Puis la Cour lui donne raison pour son avortement en 1973. Puis c'est ce procès-là qui va vraiment marquer les femmes aux États-Unis. Puis c'est vraiment un cas spécial et populaire. Tu sais, même nous, au Canada, on sait c'est quoi Roe v. Wade. Donc, je sens que c'est vraiment quelque chose de pertinent à mentionner, que cette femme-là, c'est vraiment un emblème maintenant pour le droit des femmes. Elle a pu donner la possibilité à des milliers de femmes aux États-Unis et même dans d'autres pays qui auraient pu influencer leurs décisions au droit à l'avortement, puis non seulement après pour une libération du corps des femmes, même si, à ce qui paraît, Jane aurait supposément changé d'avis sur l'avortement. D'après des sources, elle aurait changé, mais il y avait un peu des conspiracy theories, mais ça, je vous laisse aller rechercher là-dessus. Mais elle reste quand même une figure emblématique pour les droits des femmes aux États-Unis, malgré peut-être son changement d'idée. Maintenant que je vous ai fait un portrait quand même assez
concis de l'histoire des femmes aux États-Unis. Je vais vous parler de l'événement dans l'actualité qui nous a donné envie de faire ce podcast, qui est le renversement de la loi constitutionnelle de Roe v. Wade. Parce que oui, depuis le début de mon podcast, là, je vous parle de comment les femmes ont pu se battre pour leurs droits et aussi certaines lois qui étaient contre elles. Mais là, le but, c'est vraiment de montrer qu'il y a une diminution dans le monde, puis que c'est important et ça fait peur. Et donc, comme j'ai dit plus tôt, en 2022, il y a eu le renversement de la loi constitutionnelle de Roe v. Wade. Et je cite, « Le projet de revenir totalement sur la légalisation de l'avortement porté par la version non définitive d'un arrêt de la Cour suprême placerait les États-Unis dans le camp des rares pays rétrogrades en la matière. » Je cite cette citation d'un article du journal Le Monde qui se nomme « Les droits des femmes menacés aux États-Unis ». Et donc, cet extrait-là prouve vraiment qu'il y a un recul, puis ça touche majoritairement les classes et les groupes les plus défavorisés aux États-Unis parce que, vu qu'elles ont moins de moyens, elles peuvent pas surpasser les lois en allant dans un autre État ou un autre pays pour se faire avorter. Donc, on leur enlève les droits et ça va être les gens moins privilégiés qui vont être le plus affectés par ça. Puis ça montre aussi la montée des fondamentalistes religieux puis des gens plus radicaux aux États-Unis parce que, essentiellement, cette loi-là, elle provient de gens qui sont de plus en plus religieux et ont plus de valeurs conservatrices qui veulent empêcher les femmes de contrôler leur corps, puis aussi contrôler les familles. Ça a aussi un rapport avec on veut des plus grandes familles, donc l'avortement, ça irait contre ça, la religion et tout ça. Ça amplifie les inégalités dans le pays, entre autres avec les personnes racisées et marginalisées. Une autre actualité qui montre que les droits des femmes diminuent, ce serait le SAV. Le SAV, c'est le Safeguard American Voter Eligibility, qui a été mis en 2024. Puis c'est une loi, selon les Américains, qui veut contrôler les inscriptions des électeurs, qui veulent seulement des Américains, donc pas d'immigrants, pas rien, juste des gens qui sont registered to vote. Et ils demandent en plus un certificat de naissance officiel. Puis, le danger avec ça, c'est qu'avec le certificat officiel de naissance, ça l'empêcherait aux femmes mariées qui ont pris le nom de leur mari de voter parce que sur leur certificat de naissance, ils auraient un nom différent que maintenant. Et donc, ça les empêcherait de voter. Et ça l'empêcherait plus de 69 millions de femmes de voter aux États-Unis avec le SAV qui est mis en place. Même si ces femmes-là sont citoyennes, elles seraient incapables de voter. Se battre pour ravoir nos droits des femmes. Je crois que sous la mauvaise gouvernance, sous les mauvaises personnes, c'est plus difficile, mais je crois fermement qu'on peut se battre puis avancer ensemble. Puis pour finir, je voulais vous laisser avec une petite question que moi, j'y ai pensé tout au long de ma recherche, mais c'est, est-ce que vous pensez que la radicalisation des jeunes de notre âge, elle joue un rôle avec la diminution des droits des femmes dans le monde? Et donc, je vous laisse penser à cette question-là parce que moi, j'y pense encore. Puis, sur ce, on va se revoir pour l'épisode numéro 3 de notre série sur le droit des femmes en Iran.